Check it. Bonjour et bienvenue dans AFIP Podcast, le podcast qui prépare votre avenir en répondant à toutes vos questions. Je m'appelle Annelle Carry, je suis chargée de communication et je suis très contente de vous retrouver dans le studio AFIP. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne énormément d'étudiants et qui peut vite devenir un peu flou. Les diplômes, les titres professionnels et leur reconnaissance. Parce qu'entre les idées reçues, les différentes formations et toutes les informations qu'on peut entendre, ce n'est pas toujours simple de savoir ce qui est vraiment reconnu ni comment faire le bon choix. Pour en parler, je suis avec Alison Carry, directrice générale, et Michael Lagrelette, directeur pédagogique de l'AFIP. Bonjour Alison, bonjour Michael, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Annelle, ça va très bien, merci. Hello Annelle, ça va, parfait, il fait beau dehors, tout roule. Super. Pour commencer simplement, on va reprendre les bases. Quelle est la différence entre un diplôme et un titre professionnel ? Un diplôme, c'est une certification qui est à vocation générale ou académique. Donc rien que dans les modules ou les matières, on a encore les matières générales telles que le français, les maths, l'anglais. C'est sur un parcours qui est scolaire classique, de septembre jusqu'à juin-juillet. Ça peut être professionnalisant comme les CAP ou les BTS. Tandis que le titre professionnel, c'est une orientation vers l'emploi et vers l'insertion dans l'emploi. Donc avec des matières qui sont vraiment axées sur compétences terrain. Et le format peut être scolaire, mais ça peut être aussi des formations qui peuvent être un petit peu plus courtes. Très bien, merci Michael. Et du coup, qui délivre ces titres et ces diplômes ? Comment est-ce qu'ils sont encadrés et surtout, quelle est leur reconnaissance par l'État ? On va dire tout de suite les choses, les deux sont reconnus par l'État. Les diplômes, ce sera l'éducation nationale ou l'université qui vont régir ces certifications. Donc on est plus vraiment sur le parcours académique, avec l'inspection d'académie qui va donner les directives pour mettre en place les diplômes et qui va surtout gérer tout ce qui est examen, inscription des élèves. Tandis que les titres professionnels sont gérés par soit le ministère du Travail ou soit par des certificateurs privés. Et c'est eux qui donnent des directives qui sont souvent beaucoup plus précises que pour les diplômes. Et concrètement, si je suis étudiant aujourd'hui, comment je peux vérifier qu'une formation est bien reconnue ? On entend souvent parler du RNCP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, je peux expliquer ce que c'est. Ça rassure, le RNCP. Alors, c'est le répertoire spécifique des certifications professionnelles, encadré par France Compétences, on va dire au sens large. C'est très facile quand on est étudiant de vérifier ces informations. On va chercher la formation qui nous intéresse, on regarde le titre, la dénomination, et ensuite on va sur le site de France Compétences pour accéder à toutes les certifications qui existent. Donc on regarde le code qui est associé à la certification proposée, on regarde si c'est encore en activité, et voilà, on est rassuré et on sait que la formation est reconnue. Autre question que je vais vous poser et qu'on se pose souvent, est-ce qu'un titre professionnel peut correspondre à un niveau licence ou un master ? Ça correspond. Chaque titre, chaque diplôme a un niveau. Donc, par exemple, le niveau 3, c'est le CAP. Le niveau 4, c'est le bac. Le niveau 5, c'est le bac plus 2, par exemple un BTS. Donc, chaque catégorie, chaque niveau est associé à un titre professionnel ou bien un diplôme. Ce qui peut parfois être trompeur, c'est la dénomination licence ou master. Licence, master, c'est une dénomination qui n'appartient qu'à l'éducation nationale et aux universités. Donc, ça veut dire que des certificateurs privés ou bien le ministère du Travail ne peut pas utiliser ces dénominations. Mais nous avons bien une équivalence en termes de niveau. Merci Michael. On va passer maintenant la parole à Alison. Alison, on entend encore parfois des réserves ou des interrogations autour des écoles privées. Comment vous expliquez ces perceptions et qu'est-ce qui, selon vous, fait aujourd'hui la valeur et la spécificité d'une école comme la vôtre ? C'est vrai qu'il existe encore une forme de méfiance vis-à-vis des écoles privées et je pense qu'elle est compréhensible. Pendant longtemps, les niveaux de qualité ont beaucoup varié, ce qui pouvait créer de la confusion chez les familles et les étudiants. Il y a aussi une notion qui est parfois mal comprise, c'est celle du terme privé hors contrat. Concrètement, en fait, ça signifie que l'école, elle n'est pas liée à l'État par un cadre pédagogique imposé et qu'elle ne bénéficie pas de financement public. En fait, dit comme ça peut interroger et c'est normal.
Pour simplifier, on finance nous-mêmes la totalité des infrastructures pédagogiques et du personnel par le biais du financement de nos formations par nos clients. Donc nos clients, que ce soit les OPCO, les étudiants, les parents ou encore les entreprises. Et une école hors contrat, en fait, elle a tout autant de légitimité à former qu'une école sous contrat. Et cette indépendance, c'est aussi une force. Elle nous permet d'être extrêmement agiles, d'adapter nos programmes en permanence et surtout, un point important, c'est de rester très proche des attentes du monde professionnel. Et évidemment, cela implique en contrepartie une grande exigence de transparence sur la qualité de nos formations, la reconnaissance des titres et l'insertion des diplômés. Et c'est un point auquel nous sommes particulièrement attentifs à l'AFIP. D'ailleurs, notre engagement en qualité est la ligne conductrice de l'établissement depuis 2010, avec notamment l'obtention de la norme AFNOR NF 214 depuis cette date, et en complément, depuis 2020, l'obtention de la norme Calliope. Aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence dans une école privée, c'est la capacité à accompagner chaque étudiant de manière individuelle, à proposer des expériences concrètes et à préparer les apprenants directement à l'emploi. Finalement, au-delà du statut public ou privé, ce qui compte pour nous, c'est la confiance, celle que nous construisons avec les étudiants, les familles et les entreprises, en étant clairs, exigeants et engagés sur les résultats. L'objectif principal commun entre toutes les parties prenantes, c'est la réussite à l'examen et l'insertion dans l'emploi. Très bien, Alison. Et concrètement, pour quelqu'un qui hésite ou qui est en train de faire son choix, comment on s'y retrouve ? Quels sont les repères fiables pour évaluer la qualité d'une école ? Et en fait, c'est une question clé, surtout aujourd'hui, où l'offre en fait, de formation est très large. Je dirais qu'il y a quelques repères essentiels. D'abord, là, il y a la reconnaissance du diplôme ou du titre, qui reste un vrai gage de sérieux. À l'AFIP, tous nos diplômes et titres professionnels sont reconnus au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP. Ensuite, je pense que du coup, la RNCP, vous en avez tous entendu parler. Et puis ensuite, il y a bien sûr l'insertion professionnelle. Puisqu'à l'AFIP, par exemple, nous réalisons des enquêtes à 6 mois et ces résultats sont communiqués de manière transparente, notamment sur notre site. Pour donner un exemple, en 2025, le taux d'insertion professionnelle global de toutes nos formations était de 84%. Il faut aussi regarder la qualité des enseignements. Nous travaillons essentiellement avec des professionnels en activité qui ont en moyenne 15 ans d'expérience dans leur métier. Et ça, c'est un point qui change tout dans la transmission du savoir-faire métier. En fait, ils peuvent amener des éléments concrets directement en lien avec les attentes des entreprises. Et puis, bien sûr, il y a l'accompagnement. Parce que chez nous, à l'AFIP, chaque pôle de formation dispose d'une équipe dédiée qui assure un suivi personnalisé des étudiants tout au long de leur parcours. En moyenne, dans l'année, ce n'est pas moins de 4 suivis individualisés avec chaque apprenant, de suivi entreprise et de suivi pédagogique à l'école. Et il y a également, on peut quand même souligner qu'on a mis en place un service dédié de cellules d'écoute qui est à disposition des étudiants qui en ressentent le besoin de parler. Et pour finir, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à venir rencontrer l'école, à échanger avec les intervenants et les étudiants, notamment lors des journées portes ouvertes. Ça permet de se rendre compte concrètement de l'environnement pédagogique proposé par l'école. Et puis de voir aussi si on se sent bien au sein de l'environnement. C'est hyper important. Parce que c'est un établissement dans lequel on va pouvoir être formé pendant 4 ans, 5 ans, 3 ans. Et c'est vraiment de longues années d'études qui sont hyper importantes. Et pour résumer, je dirais qu'au fond, une bonne école, c'est une école qui est transparente, exigeante et engagée dans la réussite de ses étudiants. Eh ben, je pense que c'était clair pour les personnes qui nous écoutent. Donc maintenant, j'ai une dernière question pour vous, Alison, avant de passer à la question finale pour vous deux. Donc, une fois qu'on a obtenu son titre professionnel, il y a aussi un enjeu très concret, savoir en parler. Comment est-ce qu'on le valorise efficacement sur un CV pour que ce soit clair et lisible pour un recruteur ? Eh ben, c'est une très bonne question, Annelle, parce qu'un titre, aussi qualitatif qu'il soit, il doit être bien présenté pour être compris. Et le premier conseil, c'est d'être très clair sur l'intitulé. Il faut mentionner le nom exact du titre, son niveau et préciser s'il est reconnu ou certifié. Ça permet tout de suite au recruteur de se repérer. Et puis ensuite, il ne faut pas s'arrêter au diplôme en lui-même. Ce qui fait vraiment la différence, c'est de valoriser les compétences acquises et surtout les expériences concrètes. Donc par exemple, vous pouvez évoquer les projets réalisés, l'alternance, si le diplôme a été suivi en alternance ou si vous avez fait des stages. Je conseille aussi d'ajouter quelques lignes sur les missions menées et les résultats obtenus de façon très opérationnelle. Et puis pour finir, il faut adapter son CV au poste visé, mettre en avant les compétences les plus pertinentes plutôt que de tout lister d'un coup.
Et en fait, l'idée, c'est que le recruteur, il faut qu'il comprenne en quelques secondes non seulement le niveau du titre, mais surtout ce que le candidat est capable de faire concrètement. Le recruteur, il a besoin de se projeter et de se dire que ce candidat-là correspond parfaitement au poste. Eh bien, merci Alison. Je pense que ça a été clair pour tout le monde. Et donc, du coup, pour terminer, donc, je vais vous poser la question à vous deux. Donc, une question un peu plus globale. Aujourd'hui, dans le monde du travail, qu'est-ce qui fait la vraie différence? Donc, le diplôme, le titre ou les compétences? Alors, je vais me lancer, Mickaël. Vas-y, Alison. Bon courage. Merci. Je pense que ça dépend de la taille de l'entreprise, en fait, aussi, parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes attentes. Dans des grosses entreprises, ça va être le diplôme qui va être un point important, alors que sur des entreprises un peu plus à taille humaine ou des PME, là, le recruteur, il va accorder plus d'importance aux compétences, même si dans les grosses entreprises, ça ne veut pas dire qu'elles n'accordent pas d'importance aux compétences. Mais il y a cette dimension de diplôme qui est aussi importante parce qu'il y a aussi toutes les idées, les conventions collectives en fait, qui sont mises en place, qui valorisent les diplômes dans certaines branches professionnelles. Donc ça va dépendre de la taille de l'entreprise, de la branche professionnelle en fonction de la convention collective, et puis aussi du recruteur et du poste aussi auquel on postule. Et donc c'est important, d'où l'importance de valoriser les compétences sur le CV. Je te rejoins totalement. Et sur justement les compétences, on a toutes les compétences vraiment pures terrain. Des fois, on apprend aussi d'autres compétences dans le milieu professionnel avec son expérience. Et celles-ci aussi, il faut les valoriser sur le CV, notamment, et lors des entretiens que l'on aura l'occasion de faire au fur et à mesure du recrutement. Parce que c'est vraiment cette expérience terrain qui va intéresser les recruteurs. Nous, on est recruteurs également à l'école, des collaborateurs ou bien des futurs apprenants. On va chercher à savoir ce qu'il y a derrière, on va gratter un petit peu les autres compétences, les compétences annexes. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé dans le monde professionnel. Donc voilà, et il faut toujours arriver à se valoriser et ne pas avoir peur de valoriser certaines compétences sur lesquelles on ne pense pas forcément de premier abord. Eh ben, merci à vous d'avoir été là et puis j'espère que ça a éclairé un peu les lanternes des personnes qui nous écoutent. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée à vous et on va conclure. Merci Anaëlle. Merci Anaëlle de nous avoir invités. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'il n'y a pas un seul parcours idéal. Aujourd'hui, il existe plusieurs façons de réussir ses études et de construire son projet professionnel. L'important, c'est surtout de choisir une formation reconnue, qui correspond à votre profil, à vos objectifs et à la réalité du marché du travail. Si vous êtes en pleine réflexion, prenez le temps de vous renseigner, de vérifier les informations et surtout de comparer les options qui s'offrent à vous. C'était AFIP Podcast, merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite. Check it.